cette vidéo-là, dans cette capsule, on va faire une activité sur le troisième module, la chaîne d'information. Alors, notre système qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle le poste de marquage de savon. Alors, on va commencer d'abord par la mise en situation. Alors, ce système-là, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, ce système est conçu pour le marquage des savons sur sa face supérieure par un poinçon P. Donc là, vous voyez, c'est notre système automatisé. Donc, il est décomposé, bien sûr, de plusieurs éléments. Vous avez ici un moteur, un contacteur, et là, vous avez le tapis roulant. Donc là, vous avez le système qui va arriver dans ce tapis-là. Donc là, vous avez deux tapis, le tapis 1 et tapis 2. Donc, une fois ce savon-là va arriver dans ce tapis-là, donc il sera poincé par notre poinçeur. Donc là, il faut faire par un poinçon P qui va faire le marquage du savon par un élément par exemple S. Et là, vous avez un autre éjecteur qui va éjecter notre système, donc notre poinçon, plutôt notre savon, et va le faire glisser sur le tapis 2. Alors, travail demandé, il faut premièrement modéliser notre système. Alors, une fois j'ai dit modéliser, donc je vais revenir au premier module qu'on a fait sur l'analyse fonctionnelle et plus précisément sur ce qu'on appelle actigramme. Alors, premièrement, je rappelle d'abord quelles sont les informations qu'il faut faire sur ce qu'on appelle l'actigramme. Alors, l'actigramme, c'est tout simplement une forme de carré ou de rectangle plutôt, qui est enchaîné par des flèches. Alors, chaque flèche, il a des informations, il va donner des informations précises. Donc là, vous avez le nom de votre système, qui est le poste de marquage de savon qu'il faut faire au-dessus de notre actigramme. Puis vous avez quoi? Vous avez la fonction globale, mais la fonction directe de notre système, c'est marquer le savon. Puis vous avez ici la matière d'œuvre entrante, c'est le savon non marqué. Et bien sûr, vous avez la matière d'œuvre sortante, c'est le savon marqué. Et bien sûr, vous avez quelques commandes. Vous avez ici les W. Donc les W, je rappelle, sont les données de contrôle. Donc les données de contrôle se forment en énergie. Donc il va utiliser de l'énergie électrique et de l'énergie pneumatique. Il y a aussi ce qu'on appelle exploitation du système qui sera faite par d'autres systèmes, par exemple ici par le pupitre. Là, les données de contrôle se forment configuration et les données de contrôle se forment de réglage qu'on peut faire pour régler n'importe quelle grandeur. Et finalement, vous avez ici les sorties secondaires. Vous avez ce qu'on appelle les messages et les logiques. Donc là, on a modélisé notre système de marquage de savon. Alors, deuxième question, c'est identifier les éléments du système. Donc là, on va essayer d'identifier, de savoir quels sont les éléments de notre système. Alors, je vais commencer d'abord par la partie commande. Donc, je rappelle que n'importe quel système automatisé peut les décomposer en 3 éléments essentiels. Vous avez la partie opérative, la partie commande, et vous avez les éléments d'interface qui est entre les deux. Interfaçage entre les deux parties. Alors, je vais commencer par la partie commande. Donc, la partie commande, c'est faite par quoi? Alors, là, avant de faire la partie commande, alors, la partie opérative, donc je rappelle que la partie commande se compose en 2 éléments. Vous avez les actionneurs et les effecteurs. Alors, on a déjà parlé des deux, mais on va juste faire un appel sur les rôles de chaque élément. Alors, pour l'actionneur, donc l'actionneur est un objet technique, est un composant technique qui va convertir une énergie d'entrée en énergie de sortie utilisable
pour effectuer une tâche donnée ou une action définie. Par contre, l'effecteur, c'est un élément qui va agir directement sur la matière d'œuvre, MO, donc c'est une abréviation de matière d'œuvre, pour lui apporter une valeur ajoutée, VA. Alors, elle utilise l'énergie donnée par ce qu'on appelle actionneur. Donc là, il faut différencier vraiment quelle est la différence entre un actionneur qui va faire l'action et l'effecteur qui va faire l'effet ou qui va agir directement. C'est l'élément qui va agir directement sur la matière d'œuvre. Alors, commençons d'abord par la partie commande. Donc la partie commande est faite par ce qu'on appelle, automate programmable. Donc l'automate programmable ici, il va jouer le rôle d'une partie commande qui va faire la gestion, ou plutôt, qui va faire le traitement des données. Alors puis, vous avez les actionneurs. Donc les actionneurs que vous avez dans notre système, vous avez le premier actionneur, oui, donc c'est le système qu'on a fait déjà dans la chaîne d'énergie, oui, c'est ce qu'on appelle, c'est un vérin, voilà, donc c'est un vérin pneumatique. Donc là, vous avez le C1, vous avez aussi le deuxième, c'est le C2, et vous avez aussi le moteur, oui, c'est le moteur M1, MT1, et là, vous avez notre moteur, c'est le M2. Voilà, donc là, sont les actionneurs de notre système. Deux vérins, C1 et C2, et deux moteurs, M1 et M2. Maintenant, on passe aux effecteurs. Alors, quels sont les effecteurs de notre système? Donc là, vous avez le poinçon qui va faire le marquage de savon à partir de vérins. Donc là, vous avez le numéro P, plutôt la lettre P, et vous avez ce qu'on appelle l'éjecteur. Donc l'éjecteur, c'est l'élément, l'effecteur qui va éjecter, qui va évacuer notre système, notre savon. Donc là, c'est au niveau des effecteurs. Et finalement, vous avez le tapis. Alors tapis, oui, c'est un effecteur qui va faire, bien sûr, rouler. Donc le tapis va faire le déplacement, bien sûr, des savons. Donc là, vous avez deux types de tapis 1 et tapis 2. Voilà. Là, c'est pour la partie opérative. Donc, je rappelle que la partie opérative, elle est décomposée de deux éléments essentiels, l'actionneur et l'effecteur. Passons maintenant aux éléments des interfaces. Alors, les éléments des interfaces, il est fait par ce qu'on appelle préactionneur et les capteurs. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un, donc je vais rappeler d'abord qu'est-ce qu'un préactionneur, qu'est-ce qu'un capteur. Alors, donc on distingue deux types d'organes qui assurent le dialogue entre la partie opérative et la partie commande, ou les éléments qu'on appelle les éléments d'interface. Alors, vous avez les préactionneurs et les capteurs. Alors, quelle est la différence entre les deux et quel est le rôle de chaque élément? Alors, d'abord, le préactionneur. Donc, le préactionneur est un organe qui va distribuer l'énergie disponible à l'actionneur, tout simplement. Et pour le capteur, il va convertir une grandeur physique, soit-il bien sûr, soit position, soit vitesse, soit température, en une information, ou sous forme de compte rendu, compréhensible par la partie commande. Alors, maintenant, revenons à notre système. Alors, quels sont les préactionneurs qui sont les capteurs de notre système-là? Donc, pour les préactionneurs, comme vous voyez là, vous avez un distributeur pneumatique. Alors, le distributeur pneumatique, c'est le M1. Voilà. Il y a aussi un autre distributeur, c'est le M2. Voilà. Donc, le M2 va jouer le rôle de distribution, va distribuer l'énergie pneumatique au vérin. Et vous avez aussi les contacteurs, donc les contacteurs KM1 et KM2, donc ils vont jouer
le rôle de la distribution de l'énergie électrique aux actionneurs sous forme bien sûr des moteurs. Donc vous avez deux types de préactionneurs. Et finalement, vous avez les capteurs. Donc les capteurs, vous avez plusieurs. Donc premièrement, vous avez le L1, le L10 et le L11 qui vont faire, ce sont des capteurs de fin de course pour le vérin pneumatique. Vous avez aussi les L20 et le L21. Donc, la même chose, ce sont des capteurs de position, des fins de course. Vous avez aussi le capteur S, c'est un capteur de position. Et vous avez finalement un capteur, c'est le numéro C, donc c'est un capteur photoélectrique de type réflexe, puisque ici vous avez un réflecteur. Voilà, donc là, on est arrivé maintenant à identifier notre système automatisé par sa partie commande, par sa partie opérative et les éléments d'interface contrôlée. Alors, passons maintenant à la troisième question. Alors, complétons maintenant la structure fonctionnelle des systèmes automatisés. Alors, je rappelle, pour un système automatisé, il est décomposé en trois éléments, plutôt trois composants. Vous avez ce qu'on appelle la partie opérative, la partie commande et l'interface entre les deux. Alors, je vais commencer d'abord par l'entrée, ou l'utilisateur, ou l'opérateur. Donc là, l'opérateur, il va jouer, donc il va entamer, il va utiliser directement la communication avec notre système par ce qu'on appelle le pupitre. Alors, le pupitre, il est nommé ici M. Là, la partie commande, donc la partie commande, sera plutôt traitée par ce qu'on appelle automate programmable. Alors ici, vous avez l'interface entre la partie commande et la partie opérative. On a déjà vu qu'il y a deux types, donc vous avez les actionneurs, plutôt les préactionneurs et les capteurs. Et là, vous avez les préactionneurs KM1, KM2 qui vont enchaîner par le moteur M1 et M2. Et là, vous avez le C1 et C2 avec notre moteur MT1, MT2. Et là, vous avez les effecteurs où la fonction agir sur le système. Alors là, vous avez la valeur ajoutée pièce non marquée, et là, la pièce marquée comme valeur finale. Et là, vous avez les autres capteurs qui vont faire le compte rendu, le compte rendu avec les effecteurs. Donc là, vous avez les L1, les 10, L11, L20, L21, S et C. Donc là, en résumé, vous avez ici le pupitre ou l'opérateur, donc c'est la communication avec l'opérateur. Puis vous avez la partie commande, qui sera gérée par l'automate programmable. Et là, vous avez les interfaces entre la partie opérative et la partie commande, qui sera gérée par les préactionneurs et les capteurs. Et là, vous avez la partie opérative, qui sera gérée bien sûr par les moteurs et les vérins, bien sûr, ce sont des actionneurs. Et là, vous avez les effecteurs qui vont agir directement sur la matière d'œuvre pour avoir finalement une valeur ajoutée. Voilà. Donc, maintenant, la quatrième question, il faut identifier les éléments du système. Toujours. Mais là, vous avez un tableau qu'il faut remplir. Donc là, vous avez trois types de capteurs. Donc, vous avez le capteur L10, celui-là. Le capteur S, celui-là, et finalement le capteur C. Alors, quel est le type de chaque capteur? Donc, je rappelle qu'il y a deux types de capteurs pour les capteurs TOR. Vous avez les capteurs qu'on appelle capteurs sans contact et les capteurs qui sont avec contact. Alors, pour le capteur F10, vous voyez qu'il n'y a pas de contact avec notre système. Donc, il va agir directement sans faire le contact. Donc, c'est un capteur. Alors là, vous voyez là qu'il y a un contact. Alors, désolé, donc vous avez un contact ici avec le L10. Donc, c'est un capteur de position. Oui, donc il y a un contact. Donc, c'est pourquoi c'est un capteur avec contact. Alors, pour
Le type deuxième capteur, donc toujours c'est un capteur qui va faire c'est un capteur de position, donc c'est un capteur avec contact. Et finalement, vous avez ce qu'on appelle les capteurs photoélectriques de type réflexe. C'est bien sûr, c'est un capteur qui est sans contact avec la pièce. Alors, passons maintenant à la question suivante. Donnez la désignation de distribution pneumatique utilisée dans ce système automatisé. Alors, vous avez plusieurs distributeurs qui sont utilisés dans notre système. Alors, il faut tout simplement faire la désignation de ces distributeurs pneumatiques. Alors, je vais commencer par le premier distributeur. Donc, le premier, donc là, vous avez le préactionneur et là, vous avez le symbole. Alors, le premier, c'est un distributeur, oui, qui a deux positions différentes et qui a combien? Oui, donc il a trois orifices, 1, 2, 3 et deux positions différentes. Donc il s'agit d'un distributeur qui est monostable puisqu'il n'y a pas de ressort de rappel. Donc c'est un distributeur monostable 3 sur 2. Pour le deuxième, celui-là, c'est un plutôt distributeur qui a deux positions toujours, mais il a 1, 2, 3, 4, 5 orifices. Donc il s'agit d'un distributeur qui est monostable toujours puisqu'il n'y a pas de ressort de rappel, et vous avez 5 orifices et deux positions différentes. Alors maintenant, la question suivante, identifier le nom et le type de chaque capteur ci-dessus. Donc là, vous avez plusieurs types de capteurs. Il faut donner le nom et le type de chaque capteur. Donc là, vous avez les noms. Vous avez les détecteurs photoélectriques, capteurs de niveau, capteurs de température, capteur inductif, capteur de mouvement et finalement capteur de fumée. Et là, vous avez les types. Vous avez les capteurs numériques, les capteurs analogiques et les capteurs logiques. Alors, je vais commencer par le premier capteur. Voilà. Oui, c'est un capteur qu'on appelle capteur de niveau. Donc, il va détecter le niveau, par exemple, d'un liquide quelconque. Alors là, donc il s'agit, le deuxième, c'est un détecteur ou un capteur photoélectrique. Voilà. Le troisième, c'est le capteur, c'est un capteur de température sous forme de sonde. Le quatrième, c'est un capteur de fumée qui va détecter le fumée, par exemple, dans une pièce quelconque. Et là, vous avez les capteurs inductifs qui vont faire la détection des objets qui sont métalliques et même liquides et par exemple, il peut détecter tout type de grandeur physique, par exemple les métaux, le bois, le plastique, etc. Et finalement, vous avez le codeur incrémental. Alors, ça, c'est pour le nom de chaque capteur. Donc, la deuxième question, c'est quel est le type de chaque capteur. Donc, pour le premier, alors, puisque le niveau, c'est en grandeur qu'on peut mesurer, on ne peut pas le mesurer directement par des 1 ou des 0, donc c'est un capteur qui est analogique. Alors, le deuxième, c'est un détecteur, donc on peut avoir, par exemple, la position, soit position 1, soit position 0, soit absent, soit non. Donc, on peut avoir des capteurs qui sont appelés capteurs logiques. Troisième, c'est un capteur analogique, oui, puisque la température, c'est la même chose que le niveau. On ne peut pas avoir une marge de température de 1 à 0. Donc, il faut avoir une marge de température, par exemple, entre 0 et 100 degrés Celsius. Quatrième, sont les capteurs analogiques. Donc là, c'est un capteur de fumée, donc la même chose que la fumée, la température, le niveau. Donc, ce sont des grandeurs qu'on ne peut pas les mesurer par des grandeurs soit 1, soit 0. Et vous avez ici les capteurs inductifs. Donc, inductifs, ils peuvent faire, par exemple, jouer le rôle d'un capteur de position. Donc là, on peut avoir donc le type de ce capteur, c'est un capteur logique. Et finalement, le codeur incrémental, c'est un capteur qui va utiliser une suite de nombres binaires. Donc c'est un capteur qui est capteur numérique. Alors, maintenant, la question suivante.
relier chaque système par sa partie commande correspondante. Donc là, vous avez quelques systèmes automatisés. Vous avez la machine à laver programmable, montre-charge, feu de croisement, motocyclette et opérateur, et finalement station de lavage. Alors là, pour la partie commande, vous avez le cerveau de l'homme, micro-ordinateur, module de programmation, armoire de commande, et finalement carte électronique de commande. Donc la question, c'est de relier chaque système par sa partie commande. Alors là, vous avez déjà la solution de la troisième système, sont les feux de croisement. Donc le feu croisement, sa partie commande se forme d'un armoire, vous voyez là, d'un armoire de commande. Donc il nous reste maintenant la machine à laver programmable, la monte-charge, motocyclette opérateur, station de lavage. Alors, donc là, pour la machine à laver, généralement, il est composé de ce qu'on appelle une carte électronique de commande. Donc, tout simplement, la machine à laver programmable, la partie commande, c'est une carte électronique de commande. Pour les monte-charge, alors les monte-charge est généralement utilisé par une partie commande sous forme de quoi? Sous forme de micro-ordinateur qui va faire cette tâche-là, c'est la tâche de traitement de données. Pour les stations de lavage, alors les stations de lavage, généralement, ils vont utiliser des automates programmables ou ce qu'on appelle module de programmation. Et finalement, vous avez les motocyclettes et opérateurs. Donc les motocyclettes et opérateurs, donc sa partie commande, c'est tout simplement, c'est notre cerveau, c'est le cerveau de l'homme. Voilà. Maintenant, la dernière question. On donne le schéma à contact des contacteurs K1-2 de moteur M2C4. Donc vous voyez là, on a modélisé par exemple le schéma à contact d'un contacteur comme celui-là. Alors là, vous avez le contacteur, là vous avez les interrupteurs qui vont faire généralement ici vous avez les capteurs L11, L21 et S. Alors la question c'est quoi? La première, c'est de déterminer l'équation de Km2. Alors quelle est l'équation de Km2 dans ce cas? Alors je rappelle ici qu'il y a deux associations. Alors vous avez l'association en parallèle et l'association en série. Alors pour l'association en parallèle, il faut faire la somme des deux grandeurs, la somme logique, et pour faire le produit, pour faire l'association en série, il faut faire tout simplement le produit logique. Alors dans ce cas-là, le Km2, ça sera quoi? Oui, donc ça sera S, puisque ici le S il est en série avec cette tâche-là, donc S fois quoi? Fois L11 bar, oui, plus L21. Pour la question B, déduire le logigramme de l'équation Km2. Donc là, il faut faire le logigramme de cette équation, le logigramme de l'équation Km2. Donc là, vous avez Km2 égale à S facteur de L11 bar plus L21. Donc là, vous avez l'association en parallèle, et là, vous avez l'association en série. Alors, vous avez ici quoi? Donc L11, L21, et là, vous avez le S. Alors, vous avez ici S, oui, donc S, je vais prendre une autre couleur, voilà ici, donc S, vous avez L11, ici vous avez L11, et là vous avez L21, donc le L11, il faut faire d'abord ici l'opération d'inversion, puis il faut faire maintenant, alors avec L21, donc il faut faire ici l'opération et là vous avez le S, donc le S et on va opération de E. Donc là vous aurez la sortie ici par M2. Voilà, et merci pour votre attention.